Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Approfondir la réflexion et sensibiliser l'opinion sur la lutte actuelle contre l'esclavage de type moderne, tels sont les enjeux de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. L'événement est célébré ce 2 décembre. 37,9 millions de personnes vivent avec le VIH selon l'Organisation mondiale de la santé. En 2018, 53% ont réussi à supprimer le virus, éliminant ainsi le risque de le transmettre. C'est le cas de Maxime, un Béninois affecté depuis 1989. Et puis après plusieurs mois d'allaitement maternel, les nouveau-nés s'habituent au sein de maman et ont du mal à s'en séparer. Comment faire entendre au bébé qu'il est temps d'arrêter les tétés? On en parle. Merci de votre fidélité. Ce lundi, la communauté internationale commémore la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. L'objectif de cette journée est d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage telles que la traite d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés. René Arossi et Stanislas Linkmon nous parlent de l'esclavage et de ses impacts sur l'Afrique. Environ 13 millions d'esclaves ont été de force embarqués de l'Afrique pour l'Amérique par des Européens du XVIe au XIXe siècle. La dernière esclave survivante amenée aux États-Unis en 1860 s'appelait Sally Smith. D'origine béninoise et de son vrai nom, Redoshi, elle a été enlevée dans un village de l'actuel Bénin à l'âge de 12 ans. Redoshi a servi comme esclave pendant plus de 70 ans dans une plantation jusqu'en 1937 à Alabama. L'esclavage, ça se pratique généralement sur le plan local. Mais l'esclavage s'est transformé en traite négrière lorsque ce circuit, ce commerce s'est internationalisé entre les trois continents, notamment l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Pour obtenir les esclaves africains, des armes à feu, du vin, de la pacotille, des coquillages et même des coris étaient entre autres utilisés comme monnaie d'échange. Une pratique qui a causé la dislocation des grands empires africains. Déportés au cours de 4 siècles, près de 100 millions de jeunes du continent, ça a un impact irréfutable sur le développement. L'impact est également politique. La traite négrière est un des éléments explicatifs du retard que ce continent a connu parce que justement on ne déportait pas n'importe qui. Les vieillards édentés, incapables de travailler, les femmes au sein pâles, etc. ne sont pas recherchées. Aujourd'hui, le Brésil, les États-Unis et la France, par l'adoption à l'Assemblée nationale française de la loi Taubira en 2001, ont reconnu l'esclavage comme étant un crime commis contre l'humanité. Maintenant, la question c'est de savoir s'ils sont prêts pour réparer les crimes qui ont été commis. Et comment est-ce que cette réparation sera faite? C'est le débat. Il y a de grandes compagnies européennes qui ont profité de l'esclavage. Et ces grandes compagnies et ces grandes banques ont investi dans le développement de leur pays. Donc, qu'on le veuille ou pas, l'esclavage a contribué au développement de l'Europe. L'esclavage a contribué au développement de l'Amérique. Pour certains, la loi sur la discrimination positive faite aux États-Unis est une forme de réparation. Cette loi a permis aux Noirs américains d'occuper des postes de responsabilité. Mais il faut continuer la bataille en faisant comprendre à la communauté internationale la nécessité de réparer les dommages causés à l'Afrique, recommandent ces anciens chercheurs. Parlons maintenant santé. Maxime vit avec le virus du sida depuis 1989 grâce à son traitement quotidien. Sa charge virale est devenue rapidement indétectable. Il a accepté raconter son histoire. Alphonse Kpadé et Evra Anani sont allés à sa rencontre. Suivez plutôt. J'ai été dépisté positif quand j'avais la toux. C'est en ce moment que j'ai été positif. Au cours d'une consultation médicale, et ça, on m'a prescrit des examens.
Donc c'est de là que j'ai commencé à faire les formalités pour la prise en charge. Je ne peux pas dire comment j'ai attrapé. J'avais perdu tout espoir. Tout espoir. J'ai eu un ami, bon, paix à son âme, c'est lui qui m'a fait remonter le moral. Ça fait au moins une trentaine d'années que je vis avec ce VIH. Au départ, le patient peut prendre au moins 10 et une douzaine de médicaments par jour dans les années 2000. Donc, il peut prendre 12 médicaments matin, midi et soir, ça fait 24 comprimés. Avec l'évolution de l'OMS, donc il y a d'autres qui peuvent prendre 3 médicaments ou bien un seul médicament par jour. Avant, on avait des difficultés pour faire les examens. Les examens étaient payants, comme le CD4, la charge virale. Bon, maintenant, jusqu'en 2000, je crois qu'il y avait la gratuité. Et les examens ne sont pas tous gratuits. Il y a la biochimie qui n'est pas gratuite, c'est payant. Il y a aussi la prise en charge nutritionnelle. Il y a d'autres patients qui ont dépensé leur argent en allant chez les fétichistes, tout ça, pour faire la prise en charge traditionnelle, tout ça là. Quand ils sont dépourvus d'argent, ils viennent maintenant pour faire la prise en charge médicale. Mais ils n'ont plus de moyens. Donc c'est aussi une difficulté. Donc l'État n'a qu'à faire un peu pour que déclare la gratuité de la prise en charge des biochimies et consorts. Le sida ne tue plus. Je peux dire que le sida, même dans tous les foyers, dans toutes les familles, il y a au moins une personne vivant avec le VIH. Le sida est considéré comme le mal de tête. Après plusieurs mois d'allaitement maternel, les mères commencent peu à peu à faire accepter d'autres aliments aux bébés. Ce processus appelé sevrage se fait en plusieurs étapes et implique le respect de certaines règles pour le bien-être de l'enfant. Malheureusement, très peu de mamans font attention au respect de ces normes. À quel âge doit-on sevrer son bébé et suivant quel processus? C'est un reportage de Nelly Rouanou présenté par Ogias Nyangli. Donner le lait maternel au nouveau-né jusqu'à ses 2 ans de vie. Telle est la recommandation idéalement faite par l'OMS à toutes les femmes après accouchement. Mais pour des raisons diverses, chaque allaitante choisit sa manière de sevrer son enfant. Mon enfant a 1 mois et demi. Bon, d'ici 4 mois, je compte accompagner en plus du lait maternel, de lait de la pharmacie. Et quand il aura 6 mois, on peut commencer par lui apprendre la bouillie, des céréalacs, un peu de tout, des spaghettis. Après, quand il aura 1 an, je compte lui couper les seins. Peut-être à partir de 6 mois, là, si tu lui fais les poissons, là, s'il a le goût de ça, il va manger. Poisson, l'œuf, un peu. La sauce de légumes, là, on met un peu dans leur bouche sans piment. Petit à petit. Jusqu'à 1 an et demi, là, l'enfant va prendre goût au manger. Il va manger. Le sevrage, c'est donc le passage progressif du sein à une alimentation diversifiée. Une transition pas toujours facile en raison des différentes étapes à suivre. Il y a plusieurs types de sevrage. Il y a le sevrage naturel ou dirigé par le nourrisson. C'est le nourrisson même qui commence à s'intéresser aux aliments. Et si c'est ça, c'est progressif. Et puis l'enfant a le temps de se sevrer naturellement vers l'âge de 2 ans. Il y a le sevrage planifié par la maman. La maman accélère le processus de sevrage tout en apportant une diversification alimentaire. Pour un sevrage sans incident, plusieurs catégories d'aliments doivent être mises à la disposition de l'enfant. Ceci lui permettra de prendre goût au repas quotidien. Nous avons les aliments de construction, c'est tout ce qui est protéines, tout ce qui apporte protéines. Donc, c'est-à-dire les viandes, le poisson, l'œuf, ça apporte des protéines.
Donc ça, c'est pour permettre à l'enfant de croître sur le plan du poids et de la taille. Nous avons aussi les aliments que nous appelons les aliments de protection. Ce sont les légumes. Donc tout ce que nous avons comme légumes, parce que ça apporte des oligo-éléments, ça apporte des vitamines, des sels minéraux, très important pour la croissance de l'enfant. Et nous avons aussi des aliments énergétiques. Donc, comme le dit le mot, ça apporte de l'énergie à l'enfant. Donc, c'est tout ce qui est céréales, c'est tout ce qui est légumineuse, c'est tout ce qui est tubercule. Donc, ces différents éléments sont introduits l'un après l'autre chez l'enfant. Le sevrage de l'allaitement passe donc par le respect de tout un processus qui conduit à une transition harmonieuse à la bonne croissance de l'enfant. Santé toujours, mais cette fois-ci hors du Bénin, lancement en Côte d'Ivoire de la vaccination des filles âgées de 9 ans, scolarisées ou non, contre le virus du papillome humain ou cancer du col de l'utérus. Le principal moyen de transmission de cette maladie est la voie sexuelle. Cependant, le cancer du col de l'utérus peut aussi être transmis par contact peau contre peau de personnes infectées à une autre. En l'introduisant dans le programme élargi de vaccination, la Côte d'Ivoire œuvre pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Reportage Astou Touré. Ce geste du docteur Akawele marque l'introduction du vaccin contre le virus du papilloma humain dans le programme élargi de vaccination. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus fréquent chez la femme. En 2018, ce sont environ 570 000 nouveaux cas enregistrés, 311 000 décès selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À travers le lancement officiel de ce programme, le ministre invite à la prévention. Il s'agit d'éviter l'apparition du cancer de l'utérus chez la jeune fille à partir de 9 ans. C'est pour ça que le vaccin contre le papillomavirus humain va être administré dorénavant à toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire à partir de 9 ans. Donc l'appel est lancé ici pour que les parents veillent à ce que leurs jeunes filles soient vaccinées. Ce sont au total 300 000 jeunes filles de 9 ans qui sont attendues sur toute l'étendue du territoire national dans les écoles et centres de santé pour recevoir gratuitement la première dose. Une initiative qui ravit les partenaires de la santé. Cette activité marque encore une fois les efforts inlassables du gouvernement ivoirien en faveur de l'amélioration de l'état de santé des populations et plus particulièrement du couple mère-enfant. Parents d'élèves, associations, ONG, tous ont été sensibilisés sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. L'appel du ministre aujourd'hui est vraiment poignant vers nous, les parents d'élèves, parce que ce sont nos enfants qui sont les plus visés. Je voudrais lancer l'appel aux autres parents d'élèves qui sont encore réticents de libérer les enfants pour qu'ils puissent se vacciner. Le programme de vaccination contre le papillomavirus humain va durer toute l'année. La deuxième dose se fera 6 mois après la première. Revenons au Bénin pour parler du sel. Le sel qui est un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture. Indispensable pour la santé mais très difficile à produire. Pour faciliter la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de la fabrication du sel, une méthode écologique a été créée. Cette méthode consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Flavie Dovonou, environnementaliste, nous parle des avantages de cette méthode au micro de César Achadé et Iliad Bokovo. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil
au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'attendent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. Ainsi se referme cette session d'information. Très bonne suite de nos programmes.